Un plaisir d'être ici à Agile-en-Seine. C'est la deuxième année pour moi. Aujourd'hui, j'ai parlé à beaucoup de gens et je sais que pour certains et certaines d'entre vous, ça fait de nombreuses années que vous venez. Pour d'autres, c'est plus récent. Les 45 minutes qui viennent, je vais parler d'agilité, mais sur un prisme stratégique. L'agilité stratégique, l'exécution stratégique. Je suis dirigeant et fondateur de OKR Mentor et c'est un grand plaisir d'être là. Je vais commencer par une histoire, celle de Nokia. Qui a eu un Nokia? Est-ce que vous pouvez lever la main? Je pense que tout le monde lève la main. On a sans doute, beaucoup d'entre nous, joué même au serpent à une certaine période. À votre avis, Nokia, qui aujourd'hui, je pense, plus beaucoup d'entre nous avons des Nokia, à votre avis, pourquoi est-ce que Nokia n'a pas fonctionné? Ceux qui pensent que c'est à cause d'une mauvaise stratégie, levez la main. On a quelques mains. Ceux qui pensent que c'est à cause d'une mauvaise exécution, levez la main. Un peu moins. Alors il faut savoir que Nokia, c'était les premiers à investir dans le software et le digital. Ils avaient commencé à développer leur propre OS. Ils savaient très bien ce qui était en train de se passer. Ils avaient même défini une stratégie pour ça. Donc, a priori, ce n'était pas la stratégie. Et en parallèle à ça, ils avaient une force de frappe et une exécution qui dépassait tous les autres fournisseurs de téléphones dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de faire un nombre de téléphones immense à travers le monde entier et ils avaient un réseau de distributeurs énorme. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pas à cause de la stratégie, pas à cause de l'exécution, à cause du manque de lien entre la stratégie et l'exécution. Les équipes qui exécutaient autre chose que la stratégie qui était définie. Et les personnes qui étaient en charge d'arbitrer, de piloter la stratégie, étaient ralenties par leur propre incapacité à prendre des décisions pour que l'exécution se fasse en lien avec la stratégie. En parallèle à ça, on a Steve Jobs, qui est retourné chez Apple et qui, lui, est passé de 100 produits à 4, de 10 lignes de business à 1. Il a réduit le nombre d'équipes, qui étaient toutes cross-fonctionnelles, pour qu'elles puissent se focaliser sur l'essentiel, ce qui a été sa marque de fabrique. Et ce qu'il disait, c'est que c'était très important d'avoir le moins de sujets possible et le plus d'alignement à tous les niveaux. Et je pense qu'une bonne moitié d'entre vous avait probablement un iPhone aujourd'hui, ce qui montre le succès de cette méthode. La réalité, quand on demande aux dirigeants, aux personnes en charge de la transformation et ainsi de suite, c'est que quand on vient avec une nouvelle stratégie, c'est une chose quand on veut la faire passer à l'action, c'en est une autre. Parce qu'il y a de l'inertie, parce qu'il y a de la résistance, et parce qu'on n'est pas toujours équipé pour traduire la stratégie en action avec des collectifs plus grands. Ce qui se passe, quand on leur demande pourquoi, c'est qu'ils disent « on n'a pas le temps ». On fait trop de choses. Et on s'en rend compte parfois, on fait plusieurs dans l'organisation, le même sujet, d'une manière différente, et on perd du temps et de l'énergie. Le résultat, pour les personnes qui sont en charge de la transformation, en charge du changement, en charge de mettre en place des nouvelles méthodes ou en charge de mettre en place la stratégie, c'est qu'on se retrouve entre le marteau et l'enclume, qu'on se sent isolé, et c'est très frustrant. J'ai été là. Avant OKR Mentor, je dirigeais moi-même la transformation et la planification stratégique pour une organisation de plus de 2000 personnes. Je me souviens très bien avoir fait ces ateliers de définition, formulation de la stratégie, de même traduire ça en plan d'action, et ensuite assigner des dirigeants de programme, des dirigeants de portfolio pour aider les différentes parties de l'organisation à exécuter. En janvier, tout le monde était motivé. En février, tout le monde était encore très motivé. En mars, on voyait qu'il commençait à y avoir des résultats. En avril, après les premiers congés, les premiers conflits de priorité, on voyait qu'on commençait à faire quelques pas en arrière. En mai, on voyait qu'il commençait à y avoir de plus en plus de conflits de priorité et qu'on revenait à nos travers d'avant. Et après l'été, il fallait tout recommencer. C'est frustrant. Et c'est chaque année pareil, dans beaucoup de cas de figure. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Ces symptômes que je pense vous identifiez aussi dans les organisations avec lesquelles vous travaillez, en fait, ils traduisent un mal un peu plus profond. C'est qu'on n'a pas un système efficace
pour exécuter la stratégie. Il ne s'agit pas juste d'exécution ou de stratégie, il s'agit de faire le lien entre les deux. Donc, la mission de Career Mentor, comme vous l'avez vu, c'est aider les organisations à exécuter la stratégie. On a un collectif de 80 experts à travers le monde. J'en ai réuni 10 d'entre eux il y a 18 mois pour faire une recherche sur la maturité en exécution stratégique. On a créé un modèle de maturité, on a analysé les organisations avec lesquelles on travaille, on a testé ce modèle de maturité et on est venu avec des résultats. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un rapport, un panorama qu'on a lancé il y a 3 semaines et qui présente les résultats d'une analyse auprès de plus de 200 leaders à travers le monde. La question qui, à moi, m'interrogeait le plus, c'était le top 10%. Qu'est-ce qu'ils font différemment? Ceux qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font différemment? Ceux qui arrivent à lier la stratégie et l'exécution efficacement, qu'est-ce qui les différencie des autres? Et quel est l'impact sur le business? Et donc vous pouvez le voir déjà, ils ont un impact sur le business très fort en termes d'objectifs financiers, puisque près de 60% d'entre eux dépassent leurs objectifs financiers de manière durable. Et 83% d'entre eux avancent plus vite que leur concurrence. Ça nous démontre bien que l'exécution stratégique, ça nous donne un avantage. Maintenant, je vais vous partager aujourd'hui 3 principes qui différencient les leaders en exécution stratégique des autres. On en a partagé dans le panorama, et vous pourrez venir le chercher, je partagerai le lien aussi pour le télécharger, une quinzaine. Je vais vous partager les 3 qui me semblent le plus intéressants aujourd'hui. Le premier, extraire l'essence du brouhaha. Je pense que si on demande à un manager, à n'importe qui dans une organisation, est-ce que tu as trop ou pas assez de sujets? On ne va jamais avoir la réponse, j'ai pas assez de sujets. La réalité, c'est que si vous demandez à vos équipes quelles sont les priorités de l'organisation, la majorité ne vont pas être capables de vous répondre. Mais s'ils ne sont pas capables de nommer les priorités de l'organisation, ça veut dire qu'ils n'ont pas de priorité. C'est le chaos. Un peu comme un embouteillage. Pourquoi est-ce que ça ne va pas vite quand il y a beaucoup de voitures? Parce qu'il y a beaucoup de voitures. Et donc, c'est la même chose dans une organisation. S'il y a trop de sujets en même temps, on va lentement, tous. Et donc, c'est là l'importance de créer une voie rapide. Et c'est ça que les Strategy Execution Leaders font différemment. Ils créent une voie rapide sur laquelle il y a moins de sujets qui avancent vite. Des statistiques du benchmark. 71% des dirigeants pensent qu'ils ont quelques priorités qui sont clairement définies. Si aujourd'hui on demande aux managers, on en a seulement 19% qui sont capables de nommer les priorités. Vous voyez l'écart, il est énorme. Une expérience personnelle. Une organisation qui me contacte, ils sont plusieurs centaines, mais ils ne sont pas des dizaines de milliers, ils sont juste plusieurs centaines, et ils me disent, on a un problème d'exécution. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et je leur demande, est-ce que vous avez des priorités clairement définies? Oui, bien sûr, on a des priorités clairement définies. Ok, quelles sont vos priorités? Le résultat, si on demande à chaque membre du comité de direction, on avait 66 priorités. Le travail ici, ça a été de se mettre autour d'une table et d'identifier ensemble quels sont nos axes stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait et quels sont les sujets sur lesquels on renonce ou les sujets sur lesquels on ne va pas se focaliser ou en tout cas pas sur la voie rapide. De là, on est arrivé à identifier 3 axes, 3 thèmes stratégiques. Et de ces 3 thèmes stratégiques, je peux vous dire qu'après 2 ans, un d'entre eux s'était lié à la satisfaction client, ils avaient réussi leur défi. Et donc ça fait une grande différence entre 66 et 3. Concrètement, comment vous pouvez le mettre en place? 1. Traduisez la stratégie en objectifs actionnables. Donc des objectifs actionnables, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont clairs, qu'ils sont inspirants, qu'ils fédèrent et dans lesquels on peut voir quelle est la direction vers laquelle on veut tous aller. Il faut aussi qu'on puisse comprendre pourquoi ils sont importants.
Ce n'est pas juste les avoir, mais pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Et pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier et pourquoi pas demain? Pourquoi maintenant? Et enfin, il faut les intégrer dans la narrative, dans la communication, auprès des membres de l'organisation. Il faut que ça fasse partie de la communication et des échanges avec tous les contributeurs et contributrices de l'organisation. Donc ça, c'est le principe numéro 1. Principe numéro 2. Ce n'est pas toujours une question de travailler plus. C'est travailler sur les sujets qui ont le plus d'impact, c'est-à-dire les sujets qui délivrent de la valeur. Et conceptuellement, c'est quelque chose de facile à comprendre. En pratique, on l'oublie souvent. Je vais vous donner un exemple personnel. Je partais en vacances avec ma compagne. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. On arrive à l'aéroport, c'est le mauvais aéroport. Comme vous imaginez, j'étais très orienté vers le résultat, il fallait qu'on ait cet avion, c'est très important. Et à ce moment-là, il y avait plusieurs options. Prendre le bus, trop de temps. Prendre le train, il n'y en avait pas des directs. Il ne restait plus que le taxi. Et là, quand on a cherché un taxi, on aurait pu avoir de la chance ou pas. On aurait pu tomber sur un taxi qui est orienté vers le livrable. Le livrable, c'est quoi? Je vais emmener ces personnes d'un point A à un point B. On a eu de la chance, on est tombé sur quelqu'un qui était orienté résultat. Il a compris que le but, ce n'était pas de nous amener à l'aéroport, c'était de nous amener à l'aéroport pour qu'on ait le vol. Et donc, sur base de ça, la personne a regardé le chemin le plus rapide, elle a trouvé des voies qui lui permettaient d'aller encore plus vite que ce qui était a priori possible, et évidemment, elle a aussi fait un effort pour pousser un petit peu sur le champignon. On est arrivé à temps, on a eu l'avion. Mais ça se passe tous les jours dans nos métiers. Est-ce qu'on est orienté vers le livrable ou est-ce qu'on est orienté vers le résultat? Quand on développe quelque chose, est-ce que c'est juste je lance un nouveau produit ou je suis motivé par ce qui va se passer derrière? Et dans beaucoup de cas de figure, on se rend compte qu'on ne le mesure même pas et on ne sait même pas ce qu'on veut accomplir. C'est un des points clés de cette recherche. 91% des top performers mesurent leur succès par l'impact et le résultat obtenu. En anglais, on parle d'outcome. Alors que seulement 33% pour le reste. C'est énorme, la différence. Et on la voit tout de suite quand on travaille avec les organisations. Qu'est-ce que vous voulez accomplir cette année? On est capable de dire c'est quoi les résultats, c'est quoi l'impact qu'on veut faire. Ce n'est pas juste je vais lancer des produits. J'ai cet exemple cette année d'une entreprise qui m'a dit on veut être les meilleurs en IA, il faut qu'on mette l'IA partout, on va lancer un gros programme. On a essayé l'année dernière, mais ça n'a pas marché. Et je leur ai demandé comment vous avez mesuré l'impact. On a juste dit aux équipes qu'il fallait qu'elles mettent de l'IA. Combien il y a de personnes qui peuvent être concernées par ça ou qui l'ont peut-être entendu dernièrement? Évidemment, l'IA, c'est partout. Mais l'IA, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec. Il faut commencer par identifier l'impact qu'on veut faire. Et donc, dans ce cas de figure-là, on avait identifié, ensemble avec eux, on veut diminuer le temps d'onboarding de nos clients et on veut s'assurer que nos process internes prennent moins de temps sur les sujets de handover entre un département et un autre. Une fois que ça s'était identifié et communiqué aux équipes, c'est beaucoup plus facile pour les équipes de définir ce qu'elles vont faire et de délivrer de la valeur et de mesurer la valeur et d'apprendre une fois que la valeur se traduit ou pas. Et donc évidemment, si on mesure la valeur et qu'on mesure l'effort, on est beaucoup plus à même d'intégrer de manière systémique dans la manière dont on travaille qu'est-ce qu'on va arrêter de faire et sur quel sujet on va mettre plus d'impact et plus d'attention. Donc ici, il s'agit de traduire nos objectifs en résultats mesurables. Et donc ça se fait en réfléchissant à l'impact, aux outcomes, mais aussi en les mesurant et en les intégrant dans nos espaces de dialogue, en analysant les résultats qu'on va obtenir de ça et en prenant les actions et décisions associées. C'est-à-dire, j'investis plus de temps, j'investis moins de temps, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats. Principe numéro 3. Intégrer la stratégie dans le quotidien. Et ça, je vois que c'est ce qui pêche le plus souvent.
Qu'est-ce que ça veut dire intégrer la stratégie dans le quotidien? Est-ce que vous connaissez la personne sur la gauche de l'écran? Vous pouvez lever la main. Ouais, Michael Jordan. Vous auriez vu le numéro 23, peut-être ça vous aurait aidé. Michael Jordan, c'est un champion de basket. Il est d'ailleurs, beaucoup le disent, comme le meilleur joueur de basket de tous les temps. Il a gagné 6 championnats. C'est une icône interplanétaire. Tout le monde le connaît. Qui connaît la personne de droite? On a une personne, 2 personnes? Très peu. C'est Phil Jackson. Phil Jackson, c'était le coach des Bulls pendant que Michael Jordan gagnait ses championnats. Et en fait, Phil Jackson, il a créé un système qui s'appelait le système triangle, c'est pas une blague, qu'il a mis en place à l'époque où Michael Jordan et toute l'équipe jouaient, qu'il leur a enseigné, sur lequel il a itéré, et qu'il a ajusté au fur et à mesure des années de l'évolution du championnat. Le système triangle était très connu, toutes les personnes qui sont dans le sport du basket connaissent. Pourquoi? Parce que c'était la technique infaillible pour gagner. Et avec ça, ils ont gagné non pas 1, ni 2, ils ont gagné 6 championnats. Mais ce que l'histoire dit peu, ou en tout cas peu la connaissent, c'est que Michael Jordan, il a pris sa retraite, il est devenu le meilleur joueur de tous les temps aux yeux de beaucoup, et Phil Jackson, il est allé dans une autre équipe, et il a gagné 5 nouveaux championnats avec ce système. Donc 11. Il a plus de championnats que Michael Jordan. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est qu'on peut avoir évidemment des super contributeurs, on peut avoir beaucoup de ressources. Au final, ce qui compte, c'est d'avoir un système qui permet de les intégrer efficacement. Concrètement, qu'est-ce que nous dit le panorama là-dessus? Il nous dit que 91% des top performers fixent leur objectif régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font une fois par an, une fois tous les 3 ans dans le plan stratégique. C'est une cadence qui est tous les trimestres ou tous les 4 mois. Ils nous disent aussi que la grande majorité font des points hebdomadaires. Donc c'est pas on se fixe des objectifs et après on exécute et on se pose pas de questions. C'est on se fixe des objectifs, on identifie des impacts et on voit comment est-ce qu'on impacte les résultats avec nos actions. Et on en a 78% qui mettent en place des rétrospectives et des boucles d'apprentissage. Évidemment, dans une conférence sur l'agilité, je pense que je prêche des convaincus. Et c'est important de le faire sur les actions, sur les activités, mais aussi sur les résultats et l'impact qu'on veut mettre en place. Concrètement, comment est-ce qu'on peut le faire? Mettre en place un système adaptable et réplicable. Et agile. Pourquoi adaptable? Parce que le monde bouge, et ce qui était vrai il y a 1 an est plus vrai maintenant, et sera plus vrai dans 6 mois. Donc il faut que ce soit quelque chose qui nous permette d'apprendre de manière continue et de nous adapter à l'évolution du monde et de l'organisation. Pourquoi réplicable? Pour pouvoir mettre les choses à l'échelle et avoir une harmonie dans la manière de travailler au sein de l'organisation. Donc, si on reprend les 3 ingrédients de l'excellence en exécution stratégique. 1, extraire l'essentiel. 2, se concentrer sur l'impact. Et 3, intégrer la stratégie au quotidien. Et comment on le fait? 1, avec des objectifs actionnables. 2, avec des résultats mesurables. Et 3, avec un système adaptable et réplicable. Et les OKR, bien mis en place, le facilitent. Les OKR permettent de lier le travail de chaque contributeur et contributrice au quotidien avec la vision à long terme de l'entreprise. Comment? On a une vision, on définit une stratégie qui va être de 1 à 5 ans. Sur base de ça, on définit des objectifs qui vont être d'1 an, ou peut-être d'un trimestre ou d'un quadrimestre. À partir de là, on se demande quels sont les impacts, les résultats qu'on va vouloir mesurer pour pouvoir se dire qu'on a eu un bon trimestre ou un bon quadrimestre. Et à partir de là, on va commencer à délivrer, mais on ne va pas s'arrêter là. On va mesurer et on va se poser la question chaque semaine, toutes les 2 semaines, comment est-ce que ça avance? Qu'est-ce que les résultats me disent? Qu'est-ce qu'ils m'enseignent? Qu'est-ce que je dois ajuster? Est-ce que je dois faire plus de choses d'un côté, moins de choses de l'autre? Est-ce que je dois changer complètement de braquet? Et à partir de là, aussi, informer la stratégie. Parce que souvent, les équipes qui sont proches du client, qui sont proches du produit, se rendent compte de choses qu'on ne voit pas toujours dans la direction. Donc de pouvoir créer une boucle d'apprentissage, non pas juste sur l'exécution, mais aussi sur la stratégie, c'est un élément clé pour pouvoir détecter les signaux faibles tôt
et aussi pour pouvoir les mettre en place et ajuster la stratégie quand c'est nécessaire. Qui connaît les OKR ici? Tout le monde? Ok, je vois quelques mains qui ne se lèvent pas. Les OKR, très rapidement. O pour objectif, l'idée c'est d'identifier vers où on veut aller. Et KR, c'est qui résulte. L'idée ici, c'est de mesurer le résultat, le progrès. Donc comment est-ce que je mesure le succès? Moi, j'ajoute un troisième élément qui sont les activités, la cadence. Donc c'est-à-dire, quelles sont les actions qu'on doit entreprendre pour faire bouger cette métrique qui résulte, qui va nous permettre d'accomplir cet objectif. Ce n'est pas compliqué. En pratique, on veut créer une expérience d'onboarding exceptionnelle, ça va être notre objectif. Comment on va le mesurer? Je vais réduire le temps d'onboarding de 8 jours à 2 heures. Je vais réduire le taux d'abandon de 20% à 1%. On aurait pu choisir autre chose. C'est celle-là qu'on s'est donnée. Ça veut dire que maintenant, nos activités ne vont pas aller dans tous les sens. Elles vont aller vers comment je bouge ces métriques de résultats. Et de là, évidemment, on peut imaginer plein d'activités qu'on peut faire. Ici, on voit revoir et simplifier les étapes du processus d'onboarding. On voit ajouter un rappel automatisé et intégrer des langues locales. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'intégrer les langues locales, ça n'ajoute pas de valeur. Donc on va arrêter d'intégrer des nouvelles langues locales. Peut-être qu'on va se rendre compte que si on automatise, à ce moment-là, ça ajoute beaucoup de valeur. Et ça, on le saura que si on mesure et que si on fait des checks. Ce qui se passe en réalité, et ce que je vois souvent, c'est peut-être 2/3 des contacts que j'ai avec les organisations, c'est on a essayé, on n'est pas arrivé à le mettre en place. Ou alors, ça ne fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui utilisent les OKR. Près de 40% dans le monde des organisations utilisent les OKR. Donc, à travers notre recherche, mais aussi à travers des recherches de doctorants sur le sujet. Pourquoi? Alors, il y a le cas de figure de on l'a lancé, mais juste au niveau d'une équipe. Mais donc, du coup, on vient quand même avec des nouvelles priorités toutes les 2 semaines de la direction. Bon, évidemment, c'est difficile de mettre en place ce système OKR si, derrière, les personnes qui décident des priorités ne le prennent pas en compte. Deuxième cas de figure, on a eu un super atelier, on avait fini les OKR super inspirants, mais on n'a pas mis en place la discipline derrière. Donc, du coup, on ne sait pas comment ils évoluent, et on va se parler en fin d'année ou en fin de trimestre, et on va voir ce qui se passe. Du coup, ça ne fait pas partie du quotidien. Et il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut avoir les bons ingrédients, mais si on ne les utilise pas comme il faut, ça ne va pas fonctionner. Quelles sont les bonnes pratiques? Quelques bonnes pratiques. Et donc ça vient d'un rapport qu'on avait fait en 2023 auprès de 400 leaders qui utilisent les OKR. Le premier, des cycles courts. Donc cycle de 3 mois, 4 mois. En tout cas pour les key results. Vous pouvez avoir des objectifs plus longs. Mais les key results, c'est important qu'ils soient tangibles, actionnables. C'est difficile en janvier de savoir quel impact on veut faire d'ici à décembre. Des check-ins réguliers et efficaces. Ce n'est pas tous les 2 mois, ce n'est pas tous les mois, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Dites-vous que si vous le faites une fois par mois, vous aurez 11 opportunités d'évaluer comment les choses vont avec votre exécution stratégique. C'est peu 11 sur une année pour discuter de ce qui va, ce qui ne va pas. Si vous le faites toutes les 2 semaines, c'est une autre histoire. Si vous le faites chaque semaine, c'est 52. Donc vous devenez très agile, très adaptable dans votre manière d'exécuter votre stratégie. Le troisième élément, la communauté de champions. Pourquoi la communauté de champions, elle est importante? Parce qu'en fait, la stratégie, c'est le sujet de tout le monde, mais pour pouvoir justement le mettre en place dans chaque équipe, on a besoin de personnes qui vont être les ambassadeurs, les ambassadrices, qui vont connaître les bonnes pratiques mieux que les autres, qui vont faciliter ces ateliers, ces conversations, qui vont s'assurer que les meetings soient dans les agendas et qui vont être en quelque sorte des strategic enablers. Ce n'est pas juste champion OKR, c'est je rends la stratégie vivante au quotidien au sein de mon équipe. Et en plus, ça permet de casser les silos, de favoriser l'alignement entre les équipes et ainsi de suite. Le dernier point, ici, c'est sur le processus. Les OKR doivent être intégrés au processus. J'ai eu pas mal de cas de figure où on a mis en place nos OKR, mais on continue à travailler de la même manière qu'avant. Donc, au lieu d'avoir plus de clarté et une route plus limpide, on a 2 routes. Et pour les équipes, c'est très confusant.
Enfin, un tracking facile et rapide. Ça ne doit pas être du reporting, ça ne doit pas être compliqué et fastidieux. Il faut que ce soit simple et rapide. Et enfin, la conduite du changement, donc s'assurer qu'on embarque toutes les équipes, s'assurer qu'on leur explique pourquoi elles font ça, que ce n'est pas du reporting, que ce n'est pas une manière de contrôler ce qu'elles font, mais au contraire, c'est une manière de leur donner les outils pour qu'elles puissent être plus autonomes et plus efficaces. Donc ça, c'est les bonnes pratiques. Donc en résumé, bien exécuter ne suffit pas, exécuter stratégiquement, c'est la clé. Les OKR aident à réconcilier stratégie, valeurs et action. Et les OKR aident à embarquer les équipes dans la stratégie, mais aussi le leadership dans l'agilité. Donc ça a un double bénéfice. Et donc pour clôturer, Sun Tzu, l'art de la guerre, très connu pour ses pensées et ses philosophies autour de la stratégie, nous le confirme, une stratégie sans tactique, c'est une route très lente vers la victoire, mais des tactiques sans stratégie, c'est la défaite assurée. Je vais clôturer là-dessus, je pense qu'on a du temps pour les questions-réponses, et je vous mets trois liens ici. Un premier lien pour avoir le panorama mondial de l'exécution stratégique dont je vous parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de points de données, c'est 40 pages, et vous pourrez parcourir les 5 dimensions de l'exécution stratégique. On a fait aussi identifier des personas d'organisation. Donc c'est disponible là, on aura les versions papier demain si vous êtes intéressés. Le ROTI pour vos retours pour aujourd'hui, et évidemment n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn ou même ici puisqu'on est là. Voilà, j'ai du temps du coup pour les questions et les réponses.